13h en temps universel et partout en Côte d'Ivoire. Les membres du comité de normalisation de la FIF ont été reçus hier par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Mariam Dao Gabala, la présidente du comité, est allée faire un point des activités menées au chef de l'État. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin à suivre dès le début de ce journal. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé une rencontre pour présenter les résultats des activités du projet de dépollution complémentaire des sites de déversement des déchets toxiques du Probo-Koala dans le district d'Abidjan. Les sites ne présentent plus de risques selon le ministre Jean-Luc Assis. Au Burkina Faso, le procès des présumés assassins de Thomas Sankara est entré dans le fond. Un accusé qui est l'un des hommes clés des événements du 15 octobre 1987 a reconnu les faits, mais le soldat de première classe Élisée Ilboudo était au moment des faits donc conducteur au sein de la garde rapprochée de Blaise Compaoré. On part tout de suite au palais de la présidence de la République où le chef de l'État a reçu hier la présidente du CONOR FIF, le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Mariam Dao Gabala est allée faire au président de la République le point des activités du comité qu'elle dirige jusqu'au 31 décembre prochain et surtout les défis à relever d'ici là. Le témoignage de Jérôme Kofi Abolin. Nous sommes au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. L'hôte qui y a été reçu ce mardi par le président Alassane Ouattara s'appelle Mariam Dao Gabala. Elle est la présidente du comité de normalisation de la FIF, Fédération ivoirienne de football. Mariam Dao Gabala est venue faire au chef de l'État le point de ses activités à 2 mois de la fin de la mission qui lui a été assignée pour 1 an à la tête du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Notre mandat arrive théoriquement à la fin au 31 décembre. Et il était important que nous puissions venir lui faire le point de notre mission et lui dire un peu les défis qui nous attendent. Les textes sont maintenant au niveau de la CAF et de la FIFA. Ce sont des textes qui ont été revus en fonction des exigences de la CAF, des exigences de la FIFA, mais aussi et surtout des exigences de la loi sur le sport qui a été votée en 2014. Ces textes vont repartir au club et nous pensons qu'au mois de novembre, nous aurons la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire pour voter les textes. La présidente du comité de normalisation de la FIF a par ailleurs indiqué avoir saisi l'occasion pour solliciter l'appui financier du président de la République, Alassane Ouattara, cela en vue d'une meilleure prise en charge de l'encadrement technique de l'équipe nationale de football en attente de ces 2 derniers matchs qualificatifs pour la Coupe du monde de football, prévue au Qatar en 2022. Et parlant de football, justement, la Côte d'Ivoire abrite la CAN 2023 et des matchs se joueront dans plusieurs villes du pays, notamment Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, qui se trouvait hier dans la capitale du Poro, s'est rendu sur le site du stade où se joueront quelques matchs. Puis Patrick Hachi a visité quelques plantations et usines de transformation de matières premières. Alexis Ouedraogo, reportage. Patrick Hachi dans le Grand Nord ce mardi. Arrivé sous le coup de 9h à Korogo, le chef du gouvernement vient toucher du doigt la réalité de certaines filières agricoles que l'État veut intégrer à la chaîne des valeurs mondiales. Première escale, un champ de coton. La production nationale de coton-graines pour la campagne 2020-2021 positionne la Côte d'Ivoire au 2e rang des pays producteurs africains. Et le pays veut aller plus loin avec notamment la transformation massive de cette matière première, renforcer les capacités de production des unités industrielles du secteur. Cap sur l'étape 2 de cette tournée. Une rizière que le Premier ministre observe de bien près, au grand bonheur des riziculteurs. Il a marché avec nous, il est rentré dans les rizières. Vraiment, c'était extraordinaire. Pour nous qui sommes les acteurs, les encadreurs du monde rural, nous sommes très fiers de lui. Et à quelques pas du site, l'exemple de la vision d'industrialisation des productions locales, une unité de production en charge de la transformation du riz. Nous avons pu voir tout à l'heure le cas du riz qui est produit ici et qui peut être transformé ici, qui est mis en sachet pour nos supermarchés et pour nos différents marchés. Donc l'idée est de travailler sur la compétitivité de ces unités industrielles
pour que le prix final soit au même niveau, sinon inférieur au prix du produit importé. À quelques encablures, une plantation école d'Anarcade sur une parcelle réhabilitée. Le secteur compte 250 000 producteurs regroupés dans une vingtaine de coopératives. Le Premier ministre est venu ici, vraiment ça nous a encouragés pour travailler. Il reste le challenge de la transformation et c'est à ça que nous travaillons tous les jours. Comme vous avez pu voir, la zone industrielle que nous sommes en train d'aménager est une zone qui va permettre donc l'installation de 7 grandes unités de transformation et qui est susceptible de créer entre 5 et 8 000 emplois directs dans la région de Poro. Des actes concrets salués par la Banque mondiale. On a vu la zone industrielle qui est en train de se développer et on finit maintenant avec le champ d'anacarde et de voir des coopératives de femmes qui sont parvenues à augmenter leur productivité de façon significative, la doublant en moins d'une année. Et ça c'est vraiment impressionnant parce que ça donne de l'espoir pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire maintenant est devenue le plus gros producteur d'anacarde au monde et deviendra, on l'espère, le plus gros transformateur d'anacarde aussi au monde. Autre site, autre production, ici une unité artisanale de fabrication de beurre de karité, fierté pour la région, mais encore peu moderne dans son processus d'extraction. Il y a une marmite qu'on a filtrée là-bas, on a filtré. Maintenant, ce qui est filtré là-bas, c'est ce qu'on a puisé pour venir faire ça là. Maintenant, c'est le produit fini qui est là. Nous, on dit merci à l'État pour tout ce que l'État a fourni pour nous. Vraiment, on félicite l'État. Maintenant, nous, on voulait qu'il n'a qu'à faire plus que ça là. L'objectif aujourd'hui, c'est d'amener tous ces groupements de femmes à être organisés dans une filière, comme c'est le cas du café cacao, du coton Anarcade. Une transformation très attendue sur le marché international du Made in Côte d'Ivoire qui séduit déjà. Il y a une demande très forte sur le marché international, aux États-Unis, en Europe, partout. Donc c'est une véritable filière. Mais elles ont du mal à écouler parce que justement, il y a une question certainement de packaging, de distribution. Il y a toute une stratégie à mettre en œuvre, mais bon, c'est vraiment admirable le travail qu'elles font. Et voilà, c'est une des filières vraiment qui mérite d'être aidée. Dernière étape agricole, une plantation de mangue. Ce qu'on appelle les rejetés, ce sont des mangues qu'on transforme, la mangue séchée. L'industrie à ce jour perd plus de 60% de ses récoltes. La vision du gouvernement est la même pour le secteur, plus d'appui. Entre deux visites, le chef du gouvernement marque une pause pour saluer les acteurs des filières coton, anarcade et mangue. Patrick Hachi présente la vision du chef de l'État d'impulser des champions nationaux dans ces secteurs. Le grand chantier de la prochaine CAN mène le Premier ministre au stade en construction de Korogo. Mettre les bouchées doubles pour que les infrastructures soient livrées dans les délais. Korogo est l'un des sites sur lesquels vont se tenir un certain nombre de matchs. Et pour cela, un certain nombre d'infrastructures sont construites, en particulier le stade. Nous avons également la réhabilitation de l'hôpital qui doit se faire. Nous avons un site qui va accueillir également les athlètes. Les travaux sont en cours. Nous avons donc saisi cette opportunité avec Monsieur le ministre du Sport et le président de la COCAN pour voir si nous étions capables de tenir les délais et le cas échéant, qu'est-ce qu'il fallait mettre en œuvre pour accélérer le processus. Car comme vous le savez, à cause de la Covid, je dirais les travaux ici et là ont pu être ralentis. Aujourd'hui, nous venons d'avoir l'assurance des acteurs sur le terrain que les délais devraient normalement être tenus. Mais il faut toujours avoir, je dirais, l'œil sur ces questions extrêmement sensibles et nous viendrons régulièrement suivre le chantier. Mais pour l'instant, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de cette visite et d'une façon globale de la journée que nous avons passée. Plusieurs autres régions devraient recevoir ces visites de travail du chef du gouvernement. C'était un reportage d'Alexis Ouedraogo. Avoir 60 ans, c'est avoir une éternité de vie devant soi. Avoir 60 ans, c'est être riche de son vécu. Eh bien, Radio Côte d'Ivoire a 60 ans depuis hier mardi. La plus âgée, la plus expérimentée, la plus professionnelle et la plus écoutée. Radio Côte d'Ivoire tient la distance depuis des décennies. Hier, au Sofitel, Abidjan, Hôtel Ivoire, à l'occasion de la cérémonie commémorant cet anniversaire, le directeur général Fosseni Dembélé a dit souhaiter
la construction d'un siège moderne du groupe RTI. Patrick Hachi était le parrain de l'événement. Il y était représenté par les ministres Moussa Sanogo et Mamadou Touré. Bon anniversaire à Radio Côte d'Ivoire et à tous nos collègues qui y travaillent nuit et jour. Sachez que la soixantaine est un voyage au pays de la plénitude. Pour avoir 60 ans aujourd'hui, Radio Côte d'Ivoire a d'abord eu 1 an, puis 2, puis 3. Aujourd'hui, AGM News, lui, célèbre ses 4 années d'existence. AGM News, c'est un journal en ligne. La célébration s'est faite à la Maison de la Presse. Elle était meublée d'échanges et de panels avec pour thème liberté de la presse et responsabilité. Le compte-rendu de Patricia Omouetia. En organisant cette rencontre, le directeur de publication du journal en ligne AGM News veut contribuer à la professionnalisation du secteur et à promouvoir la culture de l'excellence dans le domaine du numérique en Côte d'Ivoire. Après 4 ans d'existence sur le marché du numérique, Touré Vakaba, acteur ivoirien de l'information numérique, dresse un bilan. Nous intervenons généralement, l'actualité générale, mais la politique reste la denrée la mieux partagée, un peu partout aujourd'hui en Afrique. Mais en dehors de la politique, nous faisons également, nous traitons des actualités liées au sport, la société, l'économie, la culture. Donc on peut dire que nous traitons de l'essentiel des sujets qui intéressent les justiciables. Les professionnels du secteur présents à cette rencontre ont chacun enrichi les débats sur le thème liberté de la presse et responsabilité. La liberté de la presse est limitée par la situation économique même de la presse. Les journalistes n'ont pas souvent les moyens de l'exercice libre de leur métier. C'est une bataille permanente pour que l'opinion de la population s'exprime, pour qu'il y ait une liberté, parce que la liberté que nous exerçons, elle est tributaire. Les échanges se sont poursuivis avec les panélistes Amos Beonao et Diomandé Enza, tous les deux journalistes professionnels. Au terme des échanges, Touré Vakaba, directeur de publication, a décerné le prix Or de soutien à la liberté de la presse aux invités d'honneur, notamment Brou Gaston Saoré et Ange Kessi, commissaire du gouvernement. Et dans quelques mois, ça devrait faire 2 ans que la planète se bat contre le coronavirus. Et s'il y a un anniversaire qu'on souhaite ne pas célébrer, c'est bien celui-là. Vivement que la pandémie soit freinée avant. En attendant que le rêve devienne réalité, le monstre continue sa progression. 245 millions de personnes touchées à travers le monde, avec 4,96 millions de morts. Ici en Côte d'Ivoire, 13 nouvelles contaminations ont été enregistrées hier et un décès est à déplorer. À ce jour, ce sont 61 221 cas qui sont confirmés pour un total de 691 morts depuis le début de la pandémie. La lutte continue. Soyons déterminés et endurants, nous y arriverons. Souvenez-vous de l'affaire du Probo Koala, cette catastrophe environnementale survenue en Côte d'Ivoire en 2006 et qui tire son nom du navire vraquier qui a acheminé des déchets en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Environnement vient de présenter les résultats des activités du projet de dépollution complémentaire des sites, les sites de déversement de ces déchets. C'était face caméra et micro de Godefroy Okambawa et Andrea Kakou. Les faits remontent dans la nuit du 19 au 20 août 2006. 530 mètres cubes de déchets toxiques provenant du navire Probo Koala sont déversés sur 17 sites du district d'Abidjan. Cette catastrophe a occasionné des impacts sanitaires, sociaux, environnementaux et économiques. Face aux conséquences néfastes sur la vie des populations, l'État a initié un projet de dépollution des sites de déversement. Lequel projet est arrivé à son terme. À la tête de la cellule opérationnelle de lutte contre les déchets toxiques, le coordonnateur du projet explique le processus de la dépollution. Lorsque il y a eu ces déversements, pour la dépollution complémentaire, nous avons ramassé tous les déchets pour aller sur le site de Djibi Village. Et là-bas, il y a eu donc des techniques de traitement qui ont été mises au point, notamment le traitement biologique. Et le CIAPOL et le BNET ont suivi toutes ces activités. Exécutés par les structures du BNET et du CIAPOL, les villages à proximité de ces sites de déversement des déchets toxiques bénéficient d'acquis majeurs. Nous avons
pu être traité et aujourd'hui, nous sommes encore vivants. Ça veut dire que beaucoup de travail a été fait. Nous avons eu un hôpital qui fonctionne bien. Jean-Luc Cassi a traduit la satisfaction du gouvernement pour la qualité des résultats du projet de dépollution des sites affectés par le déversement. Il a ainsi saisi l'occasion pour rassurer les populations sur l'inexistence des risques. L'État de Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts pour que tous les sites qui ont été impactés par les déchets toxiques sont aujourd'hui dépollués. Les populations n'ont pas à s'inquiéter, n'ont plus à se faire des soucis et qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation saine. Les résultats seront soumis aux observations des parties prenantes, à la société civile, au secteur privé, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers, en vue de faire des recommandations. Le secrétariat d'État chargé des affaires maritimes renforce les capacités de ses agents sur la communication institutionnelle. L'objectif, c'est de maîtriser les outils de ce type de communication et surtout le lexique du secteur maritime. C'était la semaine dernière dans la ville historique de Grand-Bassam, en présence de Didier Nguessan, RTI. Qu'est-ce qu'un État pavillon ou un État du port ? Quelles sont les obligations et responsabilités liées à ces titres du point de vue de l'Organisation maritime internationale? Comment traiter et communiquer les informations d'ordre technique qu'il faudra rendre plus accessibles au grand public? Ces questions étaient au centre des réflexions menées par les agents du secrétariat d'État chargé des affaires maritimes. La position d'un État du pavillon, ça veut dire l'État de Côte d'Ivoire accorde son pavillon, donne sa nationalité à des navires qui, pendant le parcours du monde, représentent le pavillon ivoirien. En tant qu'État du port, il y a un certain nombre de missions que l'État doit exercer dans ce cadre-là. Plus de 80% des échanges commerciaux mondiaux utilisent la voie maritime, une proportion qui vaut aux affaires maritimes toute son importance. Il s'agit pour Monsieur le secrétaire d'État d'atteindre un objectif essentiel, à savoir redynamiser les services de communication de son département à travers l'acquisition de nouvelles techniques de communication institutionnelle, familiariser ses collaborateurs au lexique des affaires maritimes. Vous ne pourrez qu'être plus dynamique et plus responsable. Les partenaires presse, notamment l'UNJCI et le SYNAPSI, ont apporté leur contribution à cette formation. Je vous emmène à présent à Oumé, région du Go, dans la forêt classée de la Téné. Nous allons vous faire assister à une véritable chasse à l'homme, un peu comme si vous y étiez. Les agents du service contrôle financier de la SODEFOR en pleine opération de démantèlement d'un réseau clandestin d'orpailleurs. Et bien sûr, l'opération est un succès. Elle se solde par l'interpellation d'une vingtaine de personnes. Vous allez le voir, c'est un reportage exclusif de nos reporters Jean-Louis Gbangbo et Zakaria Traoré. Cours de la SODEFOR à Cocody. Il est 20h quand le lieutenant Landry Maï, chef du service contrôle forestier, passe ses troupes en revue. Ce soir, c'est le dernier acte d'une mission qu'ils ont préparée depuis plusieurs semaines. Le démantèlement et l'interpellation d'un groupe d'orpailleurs clandestins dans la forêt classée de la Téné à Oumé. Une mission qui ne s'exécute que tard dans la nuit. Une mission dangereuse. Ces images sont exclusives. C'est la première fois qu'une équipe de reportage est acceptée par cette unité d'élite à l'intérieur d'une telle expédition. Disons qu'il est minuit 35. La forêt classée de la Téné se situe à 247 km d'Abidjan. 1h du matin, l'heure de passer à l'action. Le lieutenant Maï donne les dernières consignes. Aujourd'hui, c'est le jour J. On va sur un terrain inconnu. Je ne vais entendre aucun coup de feu sans que j'en donne l'ordre. C'est une mission d'embuscade. On en prend le maximum sans tirer un seul coup de feu. Une intervention qui se construit autour de maîtres mots, discrétion et prudence. Tout ici se fait dans la pénombre, sur un terrain infesté de puits creusés par les orpailleurs. Munis de torches,
les membres de l'équipe ne tardent pas à faire leur première saisie. C'est cette moto que nous venons de saisir à 2 h du matin. Les occupants de cette moto ont pris la fuite. Mais comme c'est le début de la mission, je pense qu'il y a beaucoup de choses à venir. Ils ne croyaient pas si bien dire. Moins de 5 minutes après, l'équipe tombe sur les premiers clandestins. Hey, arrête, arrêtez-vous. Hey. Le fuyard sera interpellé après une course-poursuite dans la nuit. Tout comme cet autre qui se fait passer pour un mécanicien pour échapper à l'interpellation. Tu es quoi? Ah, mon ami, dis-le quoi? Mécanicien. L'équipe multipliera les courses-poursuites, les interpellations et les saisies durant toute la nuit. Jusqu'au petit matin, ce sont au total 21 orpailleurs qui seront interpellés. Leurs moyens de locomotion ainsi que leur matériel de travail entièrement saisi, tout comme leur butin, ces sacs de pierre censés contenir des filons d'or. Un beau coup de filet pour le lieutenant Maï et ses hommes, l'heure des regrets pour les orpailleurs. Moi, chef, je suis mon saumon. Je vous demande pardon. Avec le lever du jour, on mesure enfin l'ampleur des dégâts causés par ce groupe. Plus d'un hectare de forêt classée parsemée de puits, certains pouvant atteindre même les 30 mètres de profondeur. C'est ce genre de pierre-là qu'ils recherchent. Et apparemment, dedans, il y a de l'or. Donc ils prennent, ils les mettent dans des sacs. Il y a des motos-taxis qui quittent le village de Kwamefla pour venir sur le site ici, ramasser tous les sacs et puis aller maintenant au village où ils ont des concasseuses et des broyeuses pour broyer et puis après, avant de laver, pour extraire l'or. La forêt classée de l'Athénée reste l'une des plus prisées par les orpailleurs qui lui attribuent un sous-sol riche en or. Vrai ou faux, toujours est-il que l'activité est interdite par la loi et son impact sur l'environnement des plus désastreux. Voici le trou à côté, voici le pied de tech qui est presque déraciné. Et c'est un peu partout comme ça sur le site. Et souvent même, quand ça gêne, ils coupent. Nous avons mené plusieurs actions. On a pris plusieurs fois des personnes, on a détruit plusieurs fois le matériel. Quand nous faisons des missions, nous les prenons, les remettons à la justice. Entre mars 2019 et octobre 2021, ce sont 51 personnes qui ont été interpellées dans cette forêt classée de la Ténée. Une quarantaine d'engins et de matériel de travail également saisis. Malgré les longues heures de sensibilisation menées par le service de contrôle forestier et l'unité de gestion des forêts de la Ténée, le phénomène de l'orpaillage clandestin semble ne pas reculer. Les agents de la SODEFOR dénoncent même des complicités internes, des complicités au sein des villages environnants. Des villageois qui offrent gîtes, couverts et protection aux orpailleurs clandestins contre des espèces sonnantes et trébuchantes au détriment de la lutte de la préservation de la forêt. Le village de Kwamefla est situé à 5 km de la forêt classée. Régulièrement sur le banc des accusés, ce coup de filet est une occasion pour sensibiliser une fois de plus ses habitants. Nous, on ne peut pas être complices de ceux qui viennent s'installer. Vous savez, nous sommes dans un village. Quand ça va, c'est le village qui en bénéficie. Mais si on prend le mauvais côté, ça va détruire aussi le village. Il faut dire que la majorité, ce sont les étrangers, hein? Les 99%. Voilà. Maintenant, si les jeunes Ivoiriens rentrent, c'est parce qu'ils constatent que les jeunes viennent d'ailleurs et ils gagnent. Pendant ce temps, à la base vide de l'unité de gestion forestière de l'Athénée, ce sont les auditions des interpellés de la nuit. Bien que pris en flagrant délit, les orpailleurs nient tout en bloc. Bon, oui, je connais le forêt classé. Je sais qu'il y a un site orpailleur de forêt classée, mais je ne travaille pas là-bas. Les orpailleurs clandestins ont été présentés au procureur de la République d'Oumé après notre départ. 19 parmi eux ont été condamnés à 5 ans d'emprisonnement ferme. 30 millions de francs CFA à payer à la SODEFOR et 50 millions de francs CFA à l'État. Les non-nationaux, eux, seront interdits de séjour sur le territoire ivoirien pour 10 ans, après avoir purgé leur peine. Forêt de l'Athénée au cœur d'une opération de démantèlement d'un réseau d'orpailleurs clandestins. Un grand reportage signé Jean-Louis Gbangbo et Zakaria Traoré.
Quel est le rôle des syndicats dans la lutte contre le travail des enfants? C'est la question à l'ordre du jour de la table ronde organisée hier par 5 centrales syndicales. À travers ces échanges, le comité intersyndical entend définir son rôle et sa contribution dans cette lutte contre le travail des enfants. Les précisions de Djenaba Bini et Salima Toudia. La lutte contre le travail des enfants, toujours d'actualité en Côte d'Ivoire. En assise, le comité intersyndical de lutte contre le travail des enfants échange sur l'engagement collectif et l'objectif pour tous. Pour les 5 centrales syndicales du pays qui ont mis en œuvre ce comité, le travail des enfants est la négation même de la dignité humaine. Aux camarades, travailleurs et travailleuses présents à cette table ronde, vous devez être des éveilleurs de conscience dans nos régions respectives pour être efficaces dans ce combat que nous devons tous gagner. Un enfant sur 5 en Afrique est astreint au travail au détriment de sa santé, son éducation et de sa sécurité, selon le Bureau international du travail qui soutient cette table ronde d'échange pour aboutir à une synergie d'action. La lutte contre le travail des enfants exige la participation de tous les acteurs. Il est donc crucial que les organisations des travailleurs participent dans tous les espaces de dialogue social en vue de la mise en place des stratégies durables d'éradication de ces fléaux. Participant à cette concertation, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a rappelé les plans d'action du gouvernement dans sa politique et stratégie de lutte contre le fléau. Les actions déployées ces dernières années ont permis à notre pays de disposer d'un cadre juridique sur le travail des enfants, de politiques et des stratégies pour lutter contre les causes profondes de ce fléau qui s'opérationnalise à travers le programme social du gouvernement et les plans d'action sectoriels. L'année 2021 est déclarée par l'Organisation internationale du travail OIT comme année internationale de lutte contre le travail des enfants. Ils sont en 2020 160 millions dans le monde à y être astreints. C'est ici à Abidjan que se tiendra à partir de demain, jeudi, l'édition 2021 de la CGC Academy. Et ce sera au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, les 28 et 29 octobre prochains. La CGC Academy, c'est le forum économique du secteur privé ivoirien. Cette année, elle se tiendra sous le thème « Crise et la résilience des entreprises en Afrique ». 3500 participants y sont attendus. Les précisions de Jean-Jacques Kwameala. En raison de la crise sanitaire due au nouveau coronavirus, la 9e édition de la CGC Academy, selon le directeur exécutif de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, va se tenir les 28 et 29 octobre prochains dans le respect des mesures barrières. Il a présenté le caractère innovant de l'édition qui prend une forme hybride. Explication. Il y a ceux qui pourront y participer physiquement, mais il y a ceux qui pourront y participer virtuellement aussi. Donc nous avons pris les dispositions pour que les grands moments de l'académie soient rediffusés en ligne. Dans un contexte de Covid, ça veut dire beaucoup moins de participants que les autres années. Nous avons divisé la capacité d'accueil de l'Hôtel Ivoire par 2. Et donc nous avons pris les dispositions pour que, contrairement aux autres années, il y ait un peu moins d'affluence pour pouvoir respecter les mesures barrières. Le thème « Crise et résilience des entreprises en Afrique » a été choisi, précise le président du comité scientifique, pour préparer la relance post-crise. C'est pourquoi il a invité les grandes entreprises, les PME, les start-up à prendre part au panel et sessions durant ces 2 jours de réflexion afin d'être sensibilisés sur les impacts des crises et les expériences de riposte. La conférence inaugurale sera prononcée demain par l'économiste et écrivain français Jacques Attali. Le Ghana est le pays invité d'honneur de la 9e édition de la CGC Academy. Au Burkina Faso, le procès des présumés assassins du président Thomas Sankara et de ses 12 collaborateurs assassinés est entré dans le fond. Un accusé qui est l'un des hommes clés des événements du 15 octobre 1987 a reconnu les faits, mais au tribunal, il a dit ne pas se souvenir de tous ses faits et gestes le jour du coup. Le soldat de première classe Élisée Ilboudo était au moment des faits conducteur au sein de la garde rapprochée de Blaise Compaoré. Il avait 28 ans.
Au Soudan, l'appel à la grève générale lancé par les syndicats et les comités de résistance populaire après le coup d'État de lundi semble largement suivi. La capitale Khartoum était totalement à l'arrêt hier mardi et des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de province. Malgré les restrictions du réseau téléphonique, les partisans de la résistance passive commencent à s'organiser. Du côté des alliés des militaires, c'est le silence. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a été ramené chez lui. Moi, je reviens chez vous demain à 13h. D'ici là, portez-vous bien.